Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve du coup pour le 11e podcast des Smart Body Podcast. Comme d'habitude, je vais essayer de répondre à un maximum de questions en plus ou moins 20-30 minutes pour aider un maximum de gens. Alors comme les semaines précédentes, j'ai eu pas mal de questions, ça fait plaisir d'avoir beaucoup de retours positifs. Donc voilà, il y a des questions plus ou moins intéressantes. Il y a beaucoup de questions qui sont personnelles, du coup c'est assez complexe des fois d'y répondre. Mais bon, on va essayer de les rendre plus générales et d'aider comme ça les gens qui sont plus ou moins dans cette situation. Donc on va commencer directement avec la première question. C'est une vieille question qu'on m'avait posée, c'est est-ce que la souplesse et la mobilité sont importants en musculation? Je vais dire que oui et je vais aussi dire que non. En fait, la mobilité c'est bien, être souple c'est bien en musculation, être mobile aussi, mais le souci c'est que il y a beaucoup de gens qui vont venir travailler leur mobilité, ça je suis tout à fait d'accord, mais des fois travailler la mobilité peut amener à des blessures. Je suis pas expert dans ce domaine, mais il y a Delavier qui a fait il y a pas longtemps un live où qui disait, je sais plus trop où, que travailler sa mobilité, ça peut être des fois contre nature et donc ça peut engendrer des blessures sur le long terme. Donc il faut faire attention. Après, la mobilité peut quand même se travailler un petit peu, mais il faut pas trop forcer selon moi, sinon on risque de se blesser tout simplement. Et il faut savoir aussi que le fait d'être raide permet d'être plus fort en musculation. C'est pour ça que la musculation ça en raidit aussi. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais plus vous serez raide, plus il y a de chances aussi que vous soyez plus ou moins fort. Question suivante. La prise mixte au soulevé de terre est-elle intéressante? La question elle est aussi intéressante. Je vais dire que non. Moi j'essaie de l'éviter au maximum. Pourquoi? Parce que la première chose c'est que ça va créer un déséquilibre musculaire. Okay. Si vous allez souvent utiliser en plus la même main en dessous, la même main au-dessus, ça va créer un déséquilibre. Donc ça peut amener à la blessure sur le long terme. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. De plus, quand on est en supination, on accentue le risque de déchirure du biceps. Et on voit beaucoup de vidéos de personnes qui viennent se déchirer le biceps lorsqu'ils font un deadlift. C'est pour ça que je recommande pas forcément. Ce que je recommande personnellement, c'est la double pronation en utilisant de la magnésie, en utilisant des sangles. C'est probablement mieux pour moi que d'utiliser une prise mixte. Si jamais vous voulez vraiment utiliser une prise mixte, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement alterner la main qui est au-dessus et la main qui est en dessous. Aussi simplement que ça. On m'a aussi du coup posé une question sur le top set et le back offset. Je pense que c'est une question qui est intéressante, je vais y répondre, mais je vais en reparler après parce que j'ai une autre question sur ça. Alors, le top set, le back offset, qu'est-ce que c'est? En gros, un top set, ça va être une série où on va venir pousser l'intensité au maximum. On va définir une charge et on va partir pour un maximum de répétitions avec cette charge. En allant un RPE quasiment jusqu'à l'échec. On va dire 9, 9, 9 ou échec. C'est personnellement comme ça que je le fais. Ensuite, les back offset, c'est des séries avec une intensité plus faible où on va venir chercher à faire du volume. Avec par exemple un RPE 7, 8. Le but il est simple, c'est d'avoir un mix entre un stress mécanique très très important sur le top set et avoir quand même aussi du volume sur les séries suivantes. En gros, un top set, on ne devrait pas être capable de réitérer cette série dans le temps. C'est-à-dire que si vous faites 15 répétitions à 100 kg par exemple, si vous retentiez la même chose sur votre deuxième série, vous n'en feriez peut-être que 12 ou 11. Donc vous perdiez beaucoup de répétitions. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux baisser la charge, partir pour du volume et avoir un entraînement efficace. Donc pour moi, c'est une super technique. Au niveau de la baisse de la charge entre le top set et le back offset, ça va dépendre. Je dirais environ 7,5 à 10% de la charge en moins. Et puis un RPE plus faible. Et puis de manière générale, on s'arrête quand on a atteint le RPE que l'on voulait. Mais pour moi, c'est une super technique. C'est pas forcément une technique d'intensification. Personnellement, je l'adore parce que ça permet d'avoir une série où vraiment on donne tout et après on est plus relax. Même si on est plus relax, on force quand même. Mais on a cette série où on doit performer, où on doit chercher en priorité l'augmentation de la charge chaque semaine plutôt que l'augmentation des répétitions d'ailleurs. Et puis on performe. Et ce que j'aime personnellement en musculation, c'est performer, essayer de battre ce que j'ai fait chaque semaine. Donc ce top set, il est là pour ça. Il est là pour me laisser la liberté de me défoncer sur une série, ce qui n'est pas forcément toujours le cas suivant les programmes. C'est pour ça que j'adore ça. Donc voilà, ça peut être envisagé. Et puis si vous n'en faites pas, je vous la conseille. Ça dépend des exercices aussi à prendre en compte. Mais personnellement, j'aime bien cette technique. Donc voilà.
Autre question, la régulation est-elle vraiment indispensable après une journée type Noël, anniversaire? Non, pas du tout. Ça va dépendre surtout de votre objectif. En fait, si vous êtes dans un objectif de préparation de compétition, alors oui, et je vous conseille d'ailleurs de ne pas le faire. Comme ça, vous n'aurez pas à réguler. Sinon, non. Organisez-vous juste sur votre journée pour avoir moins de calories, très peu de calories consommées. Par exemple, si c'est Noël ou tout comme ça, consommez très peu de calories sur le reste de votre journée. Et puis ensuite, vous mangez votre repas de Noël sans abuser, tout simplement. En mangeant comme tout le monde et en restant raisonnable. Et vous n'aurez pas besoin de réguler. Probablement que si vous mangez 800 calories sur la journée et que d'habitude vous en mangez 2500, il n'y aura aucun souci à faire ça. Il suffit juste de s'organiser en avance sur votre journée, mais pas forcément besoin de réguler par la suite. Après, on se remet sur cette diète le lendemain et puis de toute façon, le corps a des capacités plus ou moins d'autorégulation. Donc en réalité, on va juste faire de la flotte, mais c'est tout. Et voilà, c'est probablement ce que je vous conseille de faire, de ne pas forcément trop réguler. Après, si c'est un petit repas, c'est pas une grosse occasion, alors là, oui, vous devez réguler. Mais si c'est un repas qui n'arrive vraiment que très exceptionnellement, type mariage, type Noël, type anniversaire, toutes ces choses, ne vous prenez pas la tête à essayer de compenser après, ça va juste vous mettre dans un cercle vicieux. Mais si c'est par exemple juste la sortie du samedi soir, oui, je vous conseille de réguler. Mais comme je vous l'ai dit, si on s'organise bien en amont, on peut parfois réussir à rentrer dans son total calorique et rester dans ses objectifs. Quand c'est comme ça, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est de respecter vos protéines et vos calories. Pas forcément la répartition glucides-lipides, ça on s'en fiche un peu, et vous pouvez faire la balance. Il y a de grandes chances que quand vous mangez à l'extérieur, vous avez plus de lipides qu'en temps normal. Donc en fait, vous allez tout simplement manger plus de lipides, mais du coup réduire vos quantités de glucides. Aussi simplement que ça. Et du coup, sur le reste de votre journée, le but pour vous, il est simple. Manger le plus de protéines possible et réduire votre consommation de lipides et de glucides. Pardon. Voilà, j'espère avoir répondu aussi à la question. Question suivante. Alors, les méthodes que je préfère lors de mes entraînements, que ce soit en prise de masse ou en perte de gras. Moi, il n'y a pas de différence entre une prise de masse et une perte de gras. Hein. Juste qu'en période de prise de masse, on est capable normalement d'encaisser plus de techniques d'intensification que lorsqu'on est en perte de gras. Moi, j'utilise beaucoup de techniques parce que je trouve ça fun en fait, personnellement. Hein. Bien sûr, on n'est pas forcément obligé d'en utiliser, il ne faut pas trop en utiliser, mais pour moi, il y a des techniques qui n'en sont pas aussi trop. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure du top set, back off set, c'est une technique que j'utilise parce que c'est vraiment une technique d'intensification hyper évoluée, mais pas forcément. Le superset, pareil. Donc, je vais vous lister mes techniques favorites, mais vous verrez que je n'en mets pas tout le temps. Il faut faire vraiment attention à ça. Du coup, la première chose, c'est le top set, back off set. Je pense que c'est ma favorite. Ensuite, il y a la dégressive que j'aime bien. Je peux faire une dégressive, 2 dégressives, 3 dégressives, peut-être sur un exercice, ça va dépendre. Le rest pause, il y a plusieurs manières d'utiliser le rest pause, mais pour moi aussi, c'est une super technique d'intensification. Je l'utilise. J'ai des techniques spéciales aussi que j'utilise lors de mes coachings pour le rest pause. Mais pour faire simple, des fois, il est possible de doubler ce que l'on pourrait faire avec une charge X en utilisant le rest pause. Par exemple, si on fait 8 reps, d'habitude avec, 100 kg développé couché, en utilisant le rest pause, on peut réussir éventuellement à en faire 16. Donc, super technique d'intensification pour moi. Attention à ne pas trop utiliser parce que ça crame. Le superset, très bien pour gagner du temps. Des fois, ça fait aussi brûler plus de calories, ça fait monter le cœur. Donc, super technique d'intensification. Et puis, ça fait transpirer. Et du coup, quand on transpire, on a l'impression de vraiment faire du sport. Et puis sinon, la meilleure technique d'entraînement, elle est aussi simple que ça, hein, c'est la surcharge progressive. Voilà, la surcharge progressive, c'est la seule chose dont vous avez besoin pour évoluer physiquement. C'est pas une technique, mais l'évolution de votre volume dans le temps est hyper important. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des techniques d'intensification. À partir du moment où vous progressez sur votre volume au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des cycles, vous évoluerez, c'est sûr. Autre question, l'importance des temps de repos. Je vais vous dire que c'est pas important du tout. Et c'est bien souvent trop surestimé. Le meilleur temps de repos, c'est le temps de repos qui vous permet de partir sur une série qui soit efficace. Je vois beaucoup de gens qui prennent des temps de repos trop courts. D'accord ? Ils prennent des temps de repos trop courts et après, ils perdent plein de répétitions pendant leur série. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai un élève que je coach. On était sur un 5x5 à un certain pourcentage de sa 1RM. C'était même pas un pourcentage, c'était 95% de sa 1RM. Donc voilà, c'est
un pourcentage de 95% de seuil NRM, pardon, pour ceux qui comprendront. Donc, voilà, je lui avais dit, tu prends le temps de repos dont tu as besoin, et il a pris 2 minutes de temps de repos. Il a échoué sur sa dernière série. Il a fait 4 répétitions. Je lui ai dit, combien de temps de repos tu m'as pris? Il m'a dit 2 minutes. Je lui ai dit, d'accord, bon, je sais pourquoi tu as échoué. Les temps de repos, les gens ne comprennent pas que la plupart du temps, ils prennent des temps de repos beaucoup trop courts. Surtout les hommes. Arrêtez de prendre des temps de repos de 1 minute 30. Arrêtez de prendre des temps de repos de 1 minute. Quand je vois des gens qui prennent 1 minute 30 de repos sur un squat, pour faire 6 répétitions, bah oui, tu vas pas progresser, ça c'est sûr. Tu pousseras jamais l'eau, hein. Je vais pas te mentir. Les temps de repos, il faut prendre des temps de repos longs, d'accord? Pour un homme, je dirais entre 2 et 4 minutes sur un exercice polyarticulaire, ça va dépendre. Pour de l'isolation, je dirais entre 1 minute et 2 minutes, suivant l'exercice. Mais voilà, personnellement, entre mon coucher, mes grosses séries, je vais prendre 3 minutes 30, voire plus si je le sens pas. Mais le meilleur temps de repos, comme je vous l'ai dit, c'est le temps de repos qui vous permet de repartir sur une série efficace. Donc si vous vous sentez prêt au bout de 3 minutes, allez-y. D'accord? Si par exemple sur votre papier c'est marqué 2 minutes de repos, mais que vous voyez que si j'y vais, je vais perdre beaucoup de répétitions, alors attendez un petit peu plus. Attendez un petit peu plus parce que ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on n'a qu'une chance. Faites en sorte que vos séries comptent. C'est-à-dire que vous allez faire votre série et beaucoup de gens vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir pris 2 minutes de temps de repos, comme je vous l'ai dit, ou 1 minute 30, et ils vont perdre plein de répétitions. Du coup, ils vont être déçus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter une série. Ils vont rajouter du volume. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez juste rajouter du volume inutile qui va impacter votre récupération. Sachant que le volume, c'est le premier facteur qui impacte votre récupération, tout simplement. Donc, par rapport à ça, on comprend bien qu'il vaut mieux en faire moins, mais mieux, à chaque fois, je dis. Donc, ça sert à rien d'aller rajouter une série de plus. Il vaut mieux prendre plus de temps de repos, faire une série qui sera efficace avec plus de stress mécanique. Et c'est probablement ça qui va vous amener à plus de résultats, plutôt que de rajouter des séries. Personnellement, je l'ai fait aussi. J'ai rajouté des séries parce que je faisais n'importe quoi. Je prenais des temps de repos trop courts. Et puis au final, ça ne changeait rien. Je faisais juste énormément de volume. Et comme on dit à chaque fois, c'est du junk volume. Donc du volume qui ne sert à rien. Je finirai juste par dire que le temps de repos, c'est quand même intéressant. Avoir plus ou moins à chaque fois une fourchette. Je donne aux personnes que je coach, pour ne pas avoir une différence entre 2 minutes une fois et puis 4 minutes une autre fois. On ne sait pas vraiment si on progresse avec un temps de repos qui change. Mais bon, à plus ou moins 30 secondes, normalement, c'est OK. Donc voilà pour les temps de repos. Mon avis sur les temps de repos, peut-être que tout le monde ne partage pas le même, mais pour moi, c'est la meilleure des choses à faire, comme ça. Si on veut progresser sur le long terme et optimiser la performance. Autre question, doit-on obligatoirement attendre 48 heures après une séance pour s'entraîner? Alors je vais dire non, si tu me parles d'une séance, mais si tu me parles du même groupe musculaire, je ne pense pas. Ça va dépendre en fait de beaucoup de choses. De ce que tu as fait comme volume, ça va dépendre du volume, des exercices que tu as choisis, de comment tu travailles. En fait, c'est très compliqué de dire ça. De manière générale, on dirait oui pour les gros muscles. Mais personnellement, je suis quasiment convaincu qu'on peut faire des élévations latérales tous les jours et nos épaules seraient capables de récupérer. Donc en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Donc la question, elle est assez compliquée, mais je te répondrai non. Si la réponse c'est doit-on obligatoirement attendre 48 heures? Non. Pourquoi la prise de masse est-elle plus difficile et plus lente? Tout simplement parce que prendre du muscle, c'est lent. Ça se fait sur des années. C'est pour ça. Alors que perdre du gras, c'est beaucoup plus rapide. Aussi simplement que ça. On ne peut pas prendre du muscle en peu de temps parce que ça implique d'augmenter ses performances énormément et ça prend énormément de temps. Donc, c'est pour ça que prendre de la masse, c'est long, alors que perdre du gras, c'est assez rapide en soi. Beaucoup plus en tout cas qu'une prise de masse musculaire. C'est pour ça que c'est plus lent. De plus, c'est plus difficile parce que à partir d'un moment, en prise de masse, pour certaines personnes, attention, je ne dis pas pour tout le monde, il va falloir peut-être se forcer à manger. Perdre du gras, c'est pas très compliqué parce que c'est beaucoup de volonté. On se prive de nourriture, c'est le mental, voilà, on est fort et on mange pas. Contrairement à prendre de la masse musculaire, où là, des fois, il va falloir se forcer à manger pour être en surplus, éventuellement. Et se forcer à manger, c'est contre nature. Et c'est là, pour moi, qu'est la réelle difficulté. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs, je le vois dans les personnes que je coach, qui ont du mal à manger. Bon, après, il y a des petites astuces, je les ai probablement déjà dites, comme les calories liquides, comme favoriser les lipides, etc., etc. Mais voilà, de manière générale, se forcer à manger une prise de masse, c'est plus dur pour moi et plus lent, en tout cas. Et puis, comme je vous l'ai dit, une perte de poids, c'est rapide et c'est pas facile, mais c'est plus facile qu'une
période de prise de masse musculaire. Toujours selon mon avis, bien sûr. Et je dis ça un petit peu... mon avis reste quand même objectif parce que personnellement, j'ai toujours faim. Enfin, c'est pas que j'ai toujours faim, c'est que je peux manger sans faim. Et donc, j'ai aucun souci à manger beaucoup. Et ni de souci à me priver. Donc, en soi, pour moi, les deux sont pas très compliqués. Et je peux faire les choses mieux. Ah oui, je vais rajouter aussi quelque chose parce que j'ai oublié. C'est que c'est plus difficile aussi une prise de masse musculaire tout simplement par rapport au rendu physique. Quand on cherche à perdre du gras, on va le voir directement qu'on perd du gras. Parce que c'est assez rapide, comme je vous l'ai dit. Alors qu'une prise de masse musculaire, comme c'est long, et on va gagner du gras inévitablement, normalement, on va pas forcément voir les résultats qu'on est en train d'obtenir. Donc, imaginons on fait une prise de masse musculaire pendant 1 an, quelque chose qu'on prolonge, et on va être hyper frustré parce que on va pas voir les résultats qu'on fait, on va juste voir qu'on devient plus performant. Et ça, c'est très 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 frustrant parce qu'on verra ça que quand on cherchera à perdre du gras. Donc, par rapport à ça, concentrez-vous quand vous êtes en prise de masse sur l'augmentation de vos performances. Performer, sinon c'est vrai que vous allez vous faire chier et que vous allez abandonner. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, combien de personnes sont réellement musclées? Très peu. Pourquoi? Parce que les personnes abandonnent. Les personnes abandonnent avant de pousser parce qu'elles se trouvent trop grasses et bam, elles cherchent à sécher. C'est une erreur qui est souvent faite. Faites attention à ne pas la faire. Autre question, toujours Audrey qui me la pose, elle m'en a posé 2. Pourquoi l'augmentation des calories est plus lente chez les femmes que chez les hommes? C'est très simple à répondre, c'est que c'est par rapport au pourcentage du total calorique que mangent les femmes, c'est pas forcément étonnant que l'augmentation est moins importante. Par exemple, un homme va peut-être manger, 3000 calories en moyenne, alors qu'une femme va peut-être manger 1500 calories en moyenne. Bon, pas forcément, c'est un exemple. Ce sera probablement plus que ça, et les hommes probablement moins que ça. Mais voilà, donc si un homme on augmente 200 calories par semaine par exemple, une femme on augmentera de 50 dans cette chose. Donc, dans cette même vision. Donc faites attention aussi. Pour les femmes, moi je conseille d'augmenter un petit peu plus lentement que pour les hommes. Ça évite de prendre du gras inutilement. Question suivante, qu'est-ce que je pense du collagène et de la glycine? Alors la glycine, je ne suis pas forcément trop renseigné dessus, donc je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre. Il faut savoir dire aussi quand on ne sait pas forcément les choses. Je ne suis pas expert, surtout des compléments. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Par contre, pour le collagène, je vais vous répondre. Le collagène, c'est quelque chose pour moi qui est très très important et qui devrait être consommé, peut-être pas pour tout le monde, mais surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir des douleurs. Avoir des douleurs au niveau des articulations, des tendons, etc., etc. Donc, collagène, très intéressant. En prévention ou en période de guérison. D'ailleurs, en période de guérison, on essaiera de favoriser une prise un petit peu plus importante plutôt que par rapport à une prise qu'on prend en prévention. Je crois que c'est limite 2 fois la dose. Donc voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site de Nutrimuscle. Ils ont un article réalisé par Gundeal sur le collagène, très intéressant. Vous pouvez aller voir ça. Que penses-tu du pré-dodo? Alors je pense que c'est Charline qui m'a posé la question. Elle me parle d'une collation. Je pense que c'est pas nécessaire, mais que ça peut être intéressant si ça vous convient tout simplement. Personnellement, je n'en prends pas. Je sais que beaucoup de personnes en prennent, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. Mais beaucoup de femmes dans les personnes que je coach en prennent. C'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire, mais si ça vous convient, allez-y. Certaines personnes vont avoir du mal à dormir si elles ont le ventre plein, d'autres elles vont bien dormir si elles ont le ventre plein. Ça c'est vraiment personnel. Pareil pour le timing. Certaines personnes vont pouvoir dormir juste après manger, d'autres non. Donc faites attention à ça et testez pour voir ce qui fonctionne sur vous. Au niveau des nutriments, on a besoin de quoi avant de dormir? On a besoin de tout simplement. Les glucides, normalement, sont censés aider à dormir. Donc ça peut être intéressant. Les lipides vont venir ralentir la digestion de nos protéines. Ça peut être intéressant. Et puis les protéines pour optimiser la synthèse des protéines et avoir éventuellement un apport en protéines pendant toute la nuit. Donc voilà, les 3 sont intéressants. Et ce que je vous conseille, c'est toujours simplement d'avoir un repas plus ou moins équilibré où vous venez finir vos macros. C'est souvent ce qui est recommandé et souvent ce qui est fait de ce que je vois. Autre question. Là, c'est une question assez personnelle. Du coup, ça va être compliqué d'y répondre. Je fais 2 cours collectifs par semaine, 3 fois de la muscu, plus 60 km de vélo. Je mange 1650 calories par jour, mais je ne perds pas de poids. Je devrais être en déficit calorique à 1650 calories.
Alors, moi, je vais réagir au « je devrais être en déficit calorique à 1650 calories ». Qui t'a dit que tu devrais être en déficit calorique? T'as fait un calcul, t'as testé, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Le calcul ne veut rien dire, le test est la chose la plus importante. Donc par rapport à ça, ce que je t'invite à faire, c'est, comme je l'ai déjà expliqué dans mes anciens podcasts, même sur mon Instagram, tu calcules une maintenance calorique, tu testes pendant 2 semaines, tu vois si c'est vrai ta vraie maintenance, et à partir de ça, tu commences à travailler. D'accord? Et dans ton cas, appliquer un certain pourcentage de déficit calorique. Ah oui, cette personne aussi dans son message me précise qu'elle fait un cheat meal, mais raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? C'est-à-dire que si tu manges 1650 calories et que tu manges dans ta journée, etc., et que tu manges, par exemple, je sais pas, une journée, tu me fais 4000 calories. Ça monte très vite 4000 calories. Hein. On a tendance à dire ouais, c'est énorme et tout. Pas forcément. Dis-toi bien que tu manges un burger 1000 calories, tu manges un dessert peut-être avec des frites, 1000 calories de plus, tu es déjà à 2000. Après, tu manges le matin, tu manges le soir. Tu manges éventuellement la journée. Je sais pas, un soda avec, un truc comme ça. Bam, t'as 4000. Et tu divises 4000 sur les 6 autres jours de ta semaine. Enfin, pas 4000, on va dire les 2250 calories environ de plus que ce que tu manges actuellement. 2350, pardon. Et il y a de grandes chances que ça ajoute environ 200 à 300 calories de plus par jour sur ta semaine en moyenne. Donc, cela te donne un total calorique environ, en moyenne sur la semaine, à 1950, par exemple. Je n'ai pas fait le calcul exact. Et ça peut être suffisant pour ruiner ton déficit. Donc, pas de cheat meal. Si tu veux perdre et que tu te plains de ne pas y arriver, enlève ton cheat meal, tout simplement. Et tu restes sur une journée calculée. Ou alors, tu prévois une journée plus haute dans ta semaine. Tu te fais un repas plaisir, mais pas un cheat meal. C'est-à-dire que la différence entre un repas plaisir et un cheat meal, c'est que le repas plaisir, pour moi, rentre dans ton objectif en macro. Le cheat meal, il ne rentre pas, il n'est pas calculé. Ou du moins un objectif en calories. Pas forcément en macro, mais essaye de rester au moins dans tes calories. Aussi simple que ça. Et tu verras que si tu es rigoureux sur ça, tu perdras. Question suivante. J'ai tout le temps froid depuis que j'ai perdu du poids. Comment y remédier? Tout simplement en augmentant tes calories. Si tu as perdu du poids et qu'après tu stabilises à un total calorique bas, c'est que ton corps a besoin de nutriments pour relancer la machine. Souvent, quand on a froid, c'est qu'on ne mange pas suffisamment et qu'on est plus ou moins en déficit calorique ou maintenance très basse. L'objectif maintenant pour toi, c'est de remonter tes calories. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore avec une élève que je coach où elle était très basse dans ses calories. Puis là, maintenant, on est à, je sais pas, beaucoup plus de calories. 500, 600. Et là, ça commence à aller mieux. Elle a de moins en moins froid. Elle a encore froid les jours où elle s'entraîne. Mais bon, je pense que ça va changer lorsque l'on va continuer d'augmenter ses calories. La personne aussi a aménorrhé, donc elle a eu tous les effets négatifs vraiment d'un total calorique très bas, aménorrhé, c'est-à-dire perdre des règles pour ceux qui ne le savent pas, froid permanent, plus trop de faim, plus trop de sensations, elle se sentait pas bien, fatiguée, etc., etc. Et là maintenant, depuis qu'on remonte, tout va mieux. Donc, ne reste pas à ce total calorique si tu as froid tout le temps, c'est pas tenable, mange, mais vas-y doucement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça va aller de mieux en mieux. Au niveau ensuite, on me demande l'importance du sommeil. Une sieste peut-elle remplacer une nuit courte? Non, pas du tout. Il faut prendre en compte que il n'y a pas que le temps de sommeil qui compte, il y a aussi le respect du cycle. C'est-à-dire, et c'est même, je crois, encore plus important, se coucher et se lever à des heures régulières, plus ou moins toujours les mêmes, est hyper important pour être en forme. Donc je pense pas qu'une sieste puisse remplacer une nuit courte. Après, j'ai pas lu forcément d'études sur ça. Ça pourrait être intéressant, mais j'en suis quasiment sûr. C'est sûr que ce sera mieux que si tu ne faisais rien, mais ça remplacera jamais une nuit courte. Est-ce vrai qu'il ne faudrait pas dépasser 200 grammes de glucides par jour? Oui, c'est vrai, parce qu'à partir de 200 grammes, le corps le voit, et du coup, on prend beaucoup de gras. Donc, voilà. Des fois, même, c'est 100 grammes, ça va dépendre, et des fois, 50 grammes pour certaines personnes. Donc faites attention, faites vraiment attention. Non, plus sérieusement, non. Pourquoi 200 grammes? Ça va dépendre de beaucoup de personnes. J'ai certaines personnes qui en mangent 500 par jour, certaines personnes qui en mangent 700 par jour, certaines personnes qui vont manger en 150. Ça va dépendre. Il n'y a pas de total de chiffres précis. Et puis je ne sais pas pourquoi les gens diabolisent tellement les glucides, mais les glucides, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour la musculation, par exemple.
et pour plein d'autres choses, pour réfléchir aussi. Dites-vous bien qu'en surplus calorique, les lipides sont beaucoup plus facilement stockés que les glucides. Alors pourquoi on va diaboliser les glucides ? Je ne sais pas. Alors que c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. C'est ce qui va nous donner de l'énergie. Qui dit énergie dit entraînement plus intense. Qui dit entraînement plus intense dit plus de progression. Qui dit plus de progression dit plus de muscles sur le long terme parce qu'on progresse sur nos séries moyennes et longues. Donc voilà, ne diabolisez pas les glucides. Les glucides, c'est ce qui va vous permettre d'exploser. Autre question, 2 fois 30 minutes de cardio est-il égal à 1 fois 1 heure ? Je pense, oui, je pense. Si l'intensité est la même, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Autre question, est-ce que je vais inviter des gens dans mon podcast ? C'est la dernière question d'ailleurs. Oui. Je pense que je vais inviter des gens et il faut que je vois qui je pourrais inviter éventuellement dans le futur. J'ai déjà quelques petites idées de personnes que je pourrais inviter, notamment peut-être que certains le connaissent sur mon Insta, peut-être Kylian, même s'il faut qu'on voit de quoi on pourrait parler. Éventuellement Maëlys aussi, ça pourrait être intéressant parce que elle est sur la fin de ses études d'ostéo et ça pourrait intéresser beaucoup de personnes éventuellement. Certains la connaissent. Elle a un compte Instagram, elle est très connue. Et puis déjà ça, et puis après éventuellement d'autres intervenants, peut-être pas forcément que sur le milieu aussi du sport, parce que je suis pas forcément que dans ce milieu-là, mais auto-entrepreneuriat éventuellement. Voilà. Mais oui, c'est une idée qui me trotte. Après, c'est aussi de l'organisation. Il faut que j'organise ça, que je monte ça, qu'on trouve de quoi parler, etc., etc. Mais pourquoi pas ? En tout cas, la référence est notée. Donc voilà, je vais finir par parler de moi. Pas grand-chose de plus à signaler. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé entre guillemets ma perte de gras rapide. Je me suis pas encore pesé du tout. Je veux pas me peser les premières semaines. Je pense que je vais drop beaucoup de poids. Je pense perdre 4 kilos dans le premier mois. On va voir. Je peux juste dire que je perds du poids, c'est sûr. Dans le sens où hier, j'ai fait mon développé couché. Par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu... j'ai augmenté la charge de 1 kg, mais j'ai perdu 2 reps. Et je me sentais beaucoup moins fort sous la barre, beaucoup moins stable. Donc je pense que c'est lié à la perte de poids. Et après, j'avais des dips et les dips ont volé par rapport à la semaine dernière. Donc, qui dit dips où ça vole et couché où ça vole pas, et c'est probablement dû à une perte de poids. Donc ça évolue bien. Cette semaine, j'ai pour toujours mon total calorique qui bouge pas, je pense qu'il va rester à 2100, 2000 calories par jour. Ça va. Pour l'instant, j'ai pas forcément de faim. Je bois beaucoup. Je suis très occupé. Du coup, j'ai pas forcément le temps de penser à manger. Et je vais commencer à intégrer, je pense, j'ai commencé à intégrer du cardio. Cette semaine, j'ai prévu 5 séances de cardio d'une demi-heure. Marche inclinée après mes séances. J'en profite pour répondre du coup à mes messages sur WhatsApp. Du coup, ça me dérange pas forcément que je le fasse là ou que je le fasse chez moi après. Il n'y a pas trop de différence, donc autant optimiser puis augmenter ma dépense, sachant qu'à côté je suis sédentaire. Donc voilà, ça va faire du bien. Ça fait du bien de transpirer. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc on arrive à la fin du podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un j'aime, c'est ce qui m'encourage et qui m'aide le plus. Si jamais vous voulez me soutenir dans tout ce que je fais, que ce soit sur mon podcast ou sur les autres contenus gratuits que je propose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Patreon. Le lien est dans la description. Vous pouvez faire des dons. Les dons commencent à partir de 2$ et puis ça monte en fonction de ce que vous voulez et ce que vous pouvez donner aussi, bien sûr. En tout cas, c'est ce qui m'encourage le plus et c'est ce qui m'aide le plus surtout. Donc voilà. Autre chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Éventuellement, je peux répondre à vos questions. Bien sûr, en évitant les questions personnelles, je ne pourrai pas répondre à ce genre de choses, mais des questions plutôt générales, pourquoi pas. Éventuellement, je pourrais les intégrer à mon futur podcast. Pareil, l'adresse mail se situe dans la description de ce podcast, qu'importe la plateforme normalement. Donc voilà, je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, très bonne semaine. Et puis du coup, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi toujours, pour un nouveau podcast. Salut!